« 1932. La France, inquiète de la crise mondiale, songe à se replier sur son vaste empire et à l'administrer en père de famille autoritaire. Sa perle de la couronne, ses Indes retrouvées, c'est l'Afrique du Nord, Algérie, Maroc et Tunisie, de plus en plus proches, de mieux en mieux exploitées. 30 ans plus tard, l'indépendance de l'Afrique du Nord est acquise. Il ne reste rien des ambitions impériales de la France. Comment un lien qui semblait si durable a-t-il pu se dissoudre aussi complètement? Pour le comprendre, il nous faut nous pencher sur la nature de ce lien avec la France, semblable en apparence et pourtant si différent dans chacun des trois pays. Le Maroc est le plus tard venu dans l'Empire français, entre 1907 et 1912. Le sultan, qui jouit d'un grand prestige historique, y dispose d'un pouvoir résiduel. La France y est représentée par un résident général, souvent militaire, qui dépend du ministère des Affaires étrangères. En fait, c'est le maréchal Lyautey, l'organisateur de la conquête, qui a marqué de sa forte empreinte tout le système fondé sur la préservation des élites indigènes, dont le sultan est considéré comme la tutelle naturelle. À l'opposé, l'Algérie n'existe plus officiellement depuis la conquête en 1830. Écartant la possibilité d'une monarchie arabe associée à la France, le pouvoir français a voulu transformer le pays en 3 départements d'outre-Méditerranée, Alger, Oran et Constantine, sans pour autant faire accéder la population musulmane à la citoyenneté française. Le pays est le plus souvent administré par un gouverneur général, assisté de préfets, nommés par le ministère de l'Intérieur. La Tunisie, enfin, plus frêle mais aussi plus dynamique, est un protectorat tout comme le Maroc, mais géré de bien plus près par un pouvoir colonial plus ancien, remontant à 1881, qui ne tient guère compte d'une monarchie d'origine turque, tout à fait résiduelle, celle des beys de Tunis. Ce système complexe et friable va être mis à rude épreuve par la Seconde Guerre mondiale. Régime de Vichy qui aggrave le statut colonial, mais aussi présence latente de l'Allemagne et de l'Italie qui encourage les nationalismes locaux, puis occupe la Tunisie, arrivée in fine des Anglo-Américains qui s'installent en force à partir du débarquement de novembre 1942 et transforment la France en sous-locataire de son propre empire. Le processus de repli de la France a en réalité commencé dès 1943 au moins. Mais le réveil des aspirations nationales prend dans chaque pays une forme spécifique qui va contribuer à accélérer la crise finale du système tout entier. Sans le statut particulier de la monarchie marocaine, on ne comprendrait pas les hésitations de la répression française. Sans les victoires des Marocains, on ne comprendrait pas la stratégie de Habib Bourguiba en Tunisie. Et c'est grâce au succès de la politique de guérilla et de négociation de Bourguiba que se prépare l'insurrection des Aurès de novembre 1954 en Algérie, à proximité de la frontière tunisienne. Chaque mouvement d'émancipation a en effet entraîné l'autre. Mais tout commence avec le Maroc. Monté sur le trône en 1925, le sultan Mohamed V est un souverain éclairé qui souhaite tout à la fois moderniser son pays et alléger la domination coloniale. Aussi ne cesse-t-il, à partir de 1930, d'encourager discrètement ses sujets à la révolte politique pour mieux ancrer sa légitimité. C'est de cette connivence entre le trône et les élites urbaines que naît le parti de l'indépendance ou Istiklal d'Alel El-Fassi, dont le programme soutient le rétablissement des droits de la monarchie. Ainsi, la révolution marocaine
Révolution de notables et d'aristocrates qui réclament le rétablissement du trône est-elle particulièrement difficile à combattre pour la France? N'est-ce pas, avec une certaine accélération, la perspective qui était celle de Lyautey dès l'origine? Pourtant, avec la nomination du maréchal Juin, puis avec son successeur, le général Guillaume, à partir de 1951, la France choisit l'épreuve de force. D'escarmouche en attentat, elle aboutit en août 1953 à la déposition de Mohamed V au profit de son cousin Ben Arafat. La France tente également de jouer la division ethnique en conférant l'autonomie interne aux régions berbères. Mais ces vieilles recettes coloniales ne fonctionnent plus du tout. Bien que Mohamed V soit éloigné, d'abord en Corse puis à Madagascar, le mouvement populaire s'intensifie. C'est la rupture entre la société marocaine et le protectorat. Harcelée, l'armée française doit quadriller un très vaste espace d'insécurité sans pour autant réussir à se confronter militairement à un ennemi toujours insaisissable. Le modèle insurrectionnel, déjà présent au Maroc à partir de 1951, s'impose également en Tunisie. La Tunisie présentait deux particularités essentielles par rapport au Maroc. Une monarchie déliquescente, celle des beys, qui ne jouit pas du même prestige dans la population, et l'existence d'une bourgeoisie de Tunis qui aspire rapidement à la formation d'une république de type européen. L'homme qui va incarner cette option modernisatrice, c'est Habib Bourguiba. Dès 1934, il entraîne dans une scission fondamentale des jeunes indépendantistes qui quittent le vieux parti du Destour au programme monarchiste et musulman pour fonder le Néo-Destour, laïque et républicain. Plusieurs fois assigné à résidence par les autorités françaises, Bourguiba n'en est pas moins l'homme politique le plus proche de la France sur le plan des valeurs. Sa culture politique, influencée par la SFIO de Léon Blum, est combinée à un autoritarisme paternaliste méditerranéen sans état d'âme qui l'apparente ici à Mustapha Kemal. Bourguiba est avant tout un solide tacticien, tolérant et réformiste, mais capable, s'il le faut, de faire usage de la force. Arrêté une nouvelle fois en janvier 1952, Bourguiba trouve ici l'apogée de sa carrière politique. Jusqu'ici, son approche pragmatique lui avait valu les critiques des nationalistes les plus durs, mais son emprisonnement, puis l'assassinat par les services secrets français, la main rouge de son lieutenant, le syndicaliste Ferhat Tached, achève de lui donner pleine autorité. L'agitation tunisienne se développe à son tour et donne lieu à l'apparition de véritables maquis dans les zones montagneuses des monts de Tébessa, voisins de l'Algérie. C'est à ce moment-là que l'explosion finale aura lieu, en 1954, en Algérie, et sous une forme tout à fait inattendue. Il y a bien en Algérie un mouvement national et religieux qui évoque l'Istiklal marocain, c'est le mouvement des oulémas du cheikh Ben Badis qui lutte pour une large autonomie depuis 1931. Il y a bien un mouvement libéral de centre-gauche, proche du néo-destour tunisien, c'est le manifeste algérien de Ferhat Abbas qui a d'abord voulu évoluer de la colonie à la province française de plein exercice, puis a pris position pour une autonomie négociée et consensuelle après la chute de Vichy en 1943. Mais dans une société où non seulement les élites, mais même les classes moyennes et la petite fonction publique sont essentiellement européennes, le mouvement d'émancipation ne peut être que populiste, voire prolétaire. Issu d'un milieu très religieux de Tlemcen, Messali Hadj rejoint le Parti communiste français à Paris, à sa fondation, et crée dans sa mouvance une association d'immigrés, l'Étoile nord-africaine. Ayant vite rompu avec ses parrains communistes, Messali Hadj rentre au pays et transforme l'Étoile nord-africaine en un véritable parti, le Parti populaire algérien, qui flirte aussi bien avec les services secrets de l'Axe qu'avec l'extrême gauche trotskisante française. Dissous par le Front populaire, le PPA se reconstitue dès 1943 sous le nom de Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques et remporte haut la main les élections de 1946 à l'Assemblée nationale de la 4e République. En cette ultime période de dialogue, il était possible de conjurer le pire en associant Messali Hadj à un pouvoir algérien autonome. C'est le contraire qui se passe. Insurrection de Sétif et de Guelma au printemps 1945, réprimée avec une rare violence, et détournement de l'Assemblée algérienne au profit de la représentation des colons en 1947, achève d'enterrer
le décevant printemps de l'après-guerre. Paradoxalement, c'est ce que pensent aussi les cadres du PPA qui commencent à se déchirer dans le pessimisme le plus noir. Autoritaire et de plus en plus proche des Américains, Messali Hadj entend tout diligenter depuis son exil belge avec son comité central. Sur le terrain, son lieutenant Ben Reda et les élus municipaux du PPA redistribuent des HLM à leurs troupes, tandis que d'autres, tels l'adjudant Ben Bella, un héros de la campagne d'Italie, se font bandits d'honneur. Devant un tel éclatement du mouvement, un petit groupe de jeunes et d'intellectuels dont la personnalité la plus forte est Mohamed Boudiaf, crée un comité révolutionnaire pour l'unité du PPA, le CRUA, et se réclame, dès 1953, du courage et de l'intelligence politique des combattants marocains et tunisiens qu'il entend appuyer de toutes ses forces. Mais au printemps 1954, Pierre Mendès France arrive au pouvoir et confère l'indépendance dans les 2 ans à venir au Maroc et à la Tunisie. Désemparés par ce revirement inattendu, les hommes du CRUA pensent l'Algérie abandonnée définitivement à son sort et décident alors de frapper un coup symbolique dans les Aurès pour les vacances de la Toussaint 1954. Ils espèrent alors seulement réveiller le moral du peuple algérien. Ils viennent en réalité de faire craquer le dernier barrage de retenue de l'Algérie française. En 2 ans, tout le pays sera à feu et à sang, et les oulémas, les modérés de Ferhat Abbas et même les communistes les auront rejoints dans un FLN, Front de Libération Nationale, devenu le phare de la révolution nationale dans le monde arabe avec l'Égypte de Nasser. La décolonisation de l'Afrique du Nord marque la fin de l'Empire français. Pourtant, après 1962 et l'indépendance de l'Algérie, tout n'est pas réglé, loin s'en faut. Marqués par les liens forts de leurs mouvements nationaux avec l'Amérique de l'après-guerre, Maroc et Tunisie choisissent pour l'essentiel le camp occidental de la guerre froide, tandis que, bouleversé de fond en comble par la radicalité de son affrontement avec la société coloniale, l'Algérie se lance dans une transformation socialiste qui apparente son organisation interne à celle de l'Europe de l'Est soviétique. De même, appuyé sur la force de la monarchie alaouite ou du mouvement néo-destourien bureaucratisé, Maroc et Tunisie connaissent une relative stabilité quand la révolution algérienne traverse plusieurs intenses périodes de troubles qui dévorent, selon la tradition révolutionnaire, ses principaux protagonistes. Parti à l'assaut de la liberté et d'une unité retrouvée en 1945, le Maghreb n'a, après 4 décennies d'indépendance, toujours pas établi une assise stable et unitaire.